Pour l'hypoglycémie, c'est une complication qui est essentiellement liée au traitement. Par contre, la cétoacidose, c'est une complication du diabète sucré. Donc, elle peut mettre en jeu le pronostic vital, elle peut révéler le diabète, donc c'est ce qu'on appelle une cétose inaugurale, ou bien elle peut survenir chez un diabétique qui est déjà connu et traité. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'elle traduit toujours une carence en insuline. Cétose égale carence en insuline. Donc, traitement de la cétose égale insulinothérapie obligatoire et on continue. Quelques mots de physiopathe. La première anomalie qu'on voit qui entraîne une acidocétose, c'est la carence en insuline qui peut être, on va voir après, soit relative, soit absolue. Il s'y associe souvent une augmentation des hormones de contre-régulation parce que l'acétose, elle peut être secondaire à une pathologie infectieuse, ischémique, etc., qui s'accompagne d'une augmentation des hormones de contre-régulation, c'est-à-dire le cortisol, le glucagon, etc. L'association des deux va entraîner une hyperglycémie. Et le rein, qu'est-ce qu'il va faire pour éliminer le maximum de glucose? Il va éliminer le glucose par voie rénale, donc ça va s'accompagner d'une diurèse osmotique. Cette diurèse osmotique, si elle n'est pas compensée, elle va entraîner une déshydratation. D'un autre côté, on sait que l'insuline, c'est une hormone antilipolytique. Donc, quand on n'a plus l'insuline, on a une augmentation, on a le levé de cette inhibition de la lipolyse qui est induite par l'insuline. Donc, on a une levée de cette inhibition, donc on a une augmentation de la lipolyse. Et le but de l'augmentation de la lipolyse, c'est de produire des acides gras libres qui vont être utilisés pour avoir de l'énergie, puisque quand il n'y a plus d'insuline, le corps, la cellule ne peut plus utiliser de glucose. Donc, elle va se tourner vers les acides gras pour produire de l'énergie. Et cette production d'acides gras donc, va entraîner l'augmentation des corps cétoniques dans le sang et l'augmentation des corps cétoniques dans le sang va induire une acidose parce que c'est des corps acides. Donc ça résume à peu près la physiopathologie de l'acidocétose et ça explique les symptômes de l'acidocétose. Donc on a sur le plan biologique une hyperglycémie, une cétonémie et une cétonurie. Et puis, à un stade plus avancé, on aura une acidose métabolique et cliniquement, on aura une déshydratation. Les circonstances de survenue, comme je vous ai dit, soit sur un déficit absolu en insuline, il n'y a plus d'insuline dans le sang, ça se voit essentiellement chez le DT1. Dans 30% des cas, cette cétoacidose peut être révélatrice du DT1. Donc, quand on a un sujet jeune, qui n'a pas de syndrome métabolique, qui fait une cétose inaugurale, donc c'est très probablement un diabète de type 1, jusqu'à preuve du contraire. Ça peut être lié à un arrêt de l'insulinothérapie chez un diabétique de type 1, donc plus d'insuline exogène, comme il n'a plus d'insuline endogène, ça va entraîner une cétose. Et puis, dans certains cas, il y a certaines prises médicamenteuses qui sont toxiques sur la cellule bêta-pancréatique et donc qui vont induire une carence absolue en insuline. Par exemple, les patients qui sont sous certains immunosuppresseurs, suite à des grèves rénales par exemple, ces immunosuppresseurs sont toxiques pour la cellule bêta-pancréatique. Et donc, puisque cette cellule bêta ne va plus produire d'insuline, on peut avoir une cétose qui est liée à une carence absolue en insuline. Mais le plus souvent, cette carence en insuline, elle n'est pas absolue, elle est relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pancréas continue à sécréter une petite dose d'insuline, mais devant la majoration des besoins en insuline, soit au cours d'une infection, d'une pathologie aiguë intercurrente, et qu'en parallèle, on n'a pas d'augmentation des doses de l'insuline, on peut avoir un déficit relatif, c'est-à-dire on a des besoins qui sont supérieurs à la production endogène de l'insuline. Donc, ça sera un déficit relatif et ça se produit essentiellement chez les diabétiques de type 2. Donc, cette augmentation des besoins en insuline, elle peut se voir au cours d'une infection, au cours d'un accident vasculaire aigu, par exemple au cours d'un IDM, ou d'un AVC, lorsqu'on a un traumatisme, une chirurgie, une grossesse qui est mal surveillée parce qu'on a une insulinorésistance importante au cours de la grossesse, donc on a augmentation des besoins en insuline. Si ce n'est pas compensé par de l'insulinothérapie exogène, donc on peut aboutir à une cétose. Ça peut être aussi une augmentation des besoins en insuline secondaire à une prise médicamenteuse. On a parlé des corticoïdes qui augmentent l'insulinorésistance. On a parlé aussi des bêta-2 mimétiques. Souvenez-vous, on avait dit que chez la patiente diabétique enceinte qui fait des menaces d'accouchement prématuré, il faut éviter de donner des bêta-2 mimétiques à but tocolytique parce qu'ils peuvent entraîner une hyperglycémie. Ça peut même induire une cétose lorsqu'on n'augmente pas les doses en insuline chez la patiente diabétique. Donc, il faut privilégier plus des inhibiteurs calciques, on l'a vu. Et puis, c'est le patient, par exemple, qui a un diabète et qui fait une endocrinopathie associée qui augmente les besoins en insuline, tels qu'une hyperthyroïdie ou une hypercorticisme. Donc, dans le déficit relatif, il y a toujours une cause déclenchante, c'est ce qu'on appelle les cétoses secondaires.
Dans certains cas, dans 10% des cas, bien que le profil du patient nous fait évoquer une cétose secondaire, on ne trouve pas de cause déclenchante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous avez un patient qui a un profil de DT2, soit il est diabétique de type 2 connu, ou bien c'est une cétose inaugurale, mais chez un patient qui a un profil de diabète de type 2, c'est-à-dire qu'il est âgé, il est obèse, il est hypertendu, il a une obésité répartition androïde décrèce, donc on pense plus à un DT2, mais qui fait une cétose, il faudra toujours rechercher une cause déclenchante. Parce qu'on a vu que les cétoses étaient essentiellement secondaires chez les DT2. Cliniquement, comment ça se présente? Donc on a première phase, c'est juste l'accumulation des corps cétoniques. On n'a pas encore d'acidose. Donc on aura une phase de cétose simple. Elle se manifeste comment? Elle se manifeste par des signes qui sont liés à l'hyperglycémie. On a vu que dans la cétose, la première anomalie biologique à survenir, c'est l'hyperglycémie. Et l'hyperglycémie, ça se manifeste comment? Par un syndrome polyuropolydipsique, parfois par des troubles visuels, par anomalie de l'hydratation du cristal. L'intensité de ces signes, elle est plus ou moins importante en fonction de l'ancienneté et de l'importance de l'hyperglycémie. Plus l'hyperglycémie est ancienne, plus l'hyperglycémie est majeure. Les signes qui sont liés à la cétose elle-même, c'est essentiellement des troubles digestifs, un type de douleur abdominale, de nausées, de vomissements et d'anorexie. Et puis parfois, on peut avoir une haleine cétosique particulière, c'est une haleine de pomme pourrie, comme on dit. Si on ne prend pas en charge le patient à ce stade-là, c'est-à-dire au stade de cétose simple, on va évoluer vers l'acidose. On aura une accumulation des corps cétoniques qui vont induire une acidose métabolique. Alors, à cette phase d'acidose métabolique, ça se manifeste comment? On a bien sûr les signes de l'acétose qui vont s'aggraver et puis vont apparaître des signes d'acidose métabolique qui ne sont pas spécifiques à l'acidocétose, c'est des signes de toute acidose métabolique, vous les connaissez. C'est la dyspnée de Kussmaul, qui est un élément de surveillance. Elle peut être absente lorsqu'on a une acidose sévère qui déprime les centres respiratoires. Et puis, on a souvent apparition de troubles de la conscience qui sont variables, qui peuvent aller de la simple stupeur, obnubilation, jusqu'au coma profond, en fonction de la sévérité et de l'ancienneté des perturbations biologiques. Les troubles digestifs qu'on a vus tout à l'heure, ils vont se majorer. Ils peuvent simuler une urgence chirurgicale, en particulier chez l'enfant. Donc, on a deux urgences endocriniennes qui peuvent simuler une urgence chirurgicale. C'est l'acétose et la décompensation surrénalienne aiguë, sénescence surrénalienne aiguë. Donc, ça peut aussi simuler un tableau chirurgical. On a des signes de déshydratation qui apparaissent. Et puis, parfois, on a une hypothermie parce que l'acidose, elle va entraîner une vasodilatation, donc une perte thermique. Donc, on peut avoir une hypothermie qui peut masquer une infection. Donc, on peut avoir une infection sans fièvre à cause de l'acidose. Comment on pose le diagnostic? C'est très facile. C'est une pathologie qui est facile à diagnostiquer. Donc, une fois qu'on a fait une suspicion clinique, on passe à la biologie. Donc, comment on diagnostique la cétose? Le diagnostic de cétose est retenu devant une glycémie qui est supérieure ou égale à 2 grammes par litre, associée à une cétonurie de 2 croix ou plus. Donc, on fait une bandelette urinaire. Si on a 2 croix ou plus, on pose le diagnostic d'une cétose. On peut faire une cétonémie capillaire. Donc, ailleurs, on peut faire une cétonémie grâce à un lecteur comme le lecteur de glycémie. Donc, avec une petite bandelette, on fait une cétonémie, on la trouve supérieure à 5 millimol par litre. Donc, si on a 2 croix de corps cétonique ou plus, on pose le diagnostic de cétose. Attention, en cas de grossesse, on peut avoir une cétose pour une glycémie beaucoup plus basse parce qu'on a un seuil rénal d'élimination du glucose qui est bas. Donc, une femme enceinte, on doit faire un Labstix à partir déjà de 1,80 g. On doit faire un Labstix à la recherche d'une cétose. On peut avoir une cétose avec un taux de glycémie qui est beaucoup plus bas. Donc ça, c'est le diagnostic de l'acétose, facile à retenir. Et puis l'acidose, il faut faire des gaz du sang si on a les moyens de le faire. Donc, bien sûr, l'acidose, vous connaissez ces critères. On pose le diagnostic d'acidose métabolique devant un pH inférieur à 7,3, un taux de bicarbonate qui est bas et un taux anionique qui est élevé. Alors ça, c'était les critères pour le diagnostic positif. Maintenant, il y a des critères biologiques de sévérité. Les critères biologiques de sévérité, c'est un taux de bicarbonate inférieur à 10, un pH inférieur à 7 et l'existence d'une hyperosmolarité. Et là, vous avez la formule pour calculer l'osmolarité plasmatique. Donc, vous prenez la natrémide plus 13 que vous multipliez par 2, à laquelle vous rajoutez la glycémie en millimoles par litre. Pour avoir la glycémie en millimoles, on multiplie la glycémie en grammes par litre. Généralement, nous la donnons en grammes par litre. On multiplie fois 5,5. Et on calcule l'osmolarité. Si on a une osmolarité élevée, c'est un signe de gravité. Et ça se voit essentiellement chez les sujets âgés qui ne s'hydratent pas correctement et qui font une diurèse
osmotique et qui ne s'hydratent pas parce qu'ils n'ont pas la sensation de soif. Une fois qu'on a posé le diagnostic, qu'est-ce qu'on demande comme examen complémentaire? On complète toujours par une glycémie veineuse. Si le patient n'est pas connu diabétique, on le reçoit, on fait une glycémie capillaire, elle est élevée, des corps cétoniques élevés. Donc, on commence notre schéma de réanimation, mais on confirme toujours avec une glycémie veineuse. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'on ne retenait le diagnostic définitif que devant une glycémie veineuse. On demande un bilan rénal, bien sûr, et toujours, il ne faut jamais oublier un ionogramme sanguin. L'ionogramme, c'est primordial devant une cétose. On va le voir pourquoi, et on fait une formule. Sur le plan morphologique, le CG aussi, il ne faut jamais oublier. Le CG, il est obligatoire devant toute cétose. On va voir qu'il a un double intérêt. On fait un téléthorax, surtout si on suspecte que c'est une cétose secondaire. On avait dit, par exemple, sujet qui a un profil DT2. On fait un téléthorax pour voir s'il ne fait pas un foyer pulmonaire. Et puis, donc ceux-là, ils sont systématiques. Et puis, au cas par cas, s'il y a une anomalie à l'ECG, on peut compléter par des troponines. Si le sujet fait des fièvres, on peut faire des hémocultures. S'il a des signes d'appel d'infection urinaire, on complète par un ECBU, etc. Mais les premiers examens que vous voyez au début, ils sont obligatoires. Comment on va interpréter les résultats? Donc, le récréa, ils peuvent être élevés soit parce que le patient a une insuffisance rénale chronique, mais souvent, il y a une insuffisance rénale fonctionnelle aiguë qui s'est greffée sur une insuffisance rénale chronique parce qu'on a une déshydratation. Donc, on aura un CRIA qui est modérément élevé, mais une urée qui est très, très élevée. Donc, ça évoque une insuffisance rénale qui est fonctionnelle, qui est due à la déshydratation. L'anatrémie est variable et surtout, nous, ce qui nous intéresse dans le 1 g 115, c'est la kaliémie. Donc, c'est primordial de voir la kaliémie chez un patient qui fait une décompensation cétosique. Il faut savoir que dans la cétose, il y a toujours une perte de potassium, toujours. C'est des pertes qui sont d'origine essentiellement urinaire. C'est à cause de la diurèse osmotique, donc on va perdre de l'eau, mais on va perdre des électrolytes. Il faut savoir aussi que le potassium va se fixer sur les corps cétoniques, donc il va être éliminé sous forme complexée au corps cétonique. Donc, on avait dit que lors de la cétose, on a souvent des vomissements, donc on aura des pertes digestives. Donc, il y a toujours une perte de potassium au cours de la cétose. Par contre, la kaliémie, elle est variable. Elle n'est pas toujours basse. Elle peut être élevée, elle peut être normale, mais si déjà elle est inférieure à 4 mEq par litre, ça signe un déficit qui est quand même important. Et puis parfois, elle peut être carrément basse, surtout si on a une cétose qui est prolongée, si on a des vomissements qui sont importants ou si le sujet est sous-diurétique. Alors, vous savez qu'à l'état normal, le potassium est essentiellement intracellulaire. Donc ça, c'est le schéma d'un vaisseau sanguin et d'un globule rouge. Donc, le potassium est essentiellement intracellulaire. Mais nous, quand on dose la kaliémie, on dose le potassium extracellulaire. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une cétose? On aura une perte de potassium, on a vu, par voie rénale essentiellement, mais aussi par voie digestive, par l'intermédiaire des vomissements. Donc, le potassium qui reste au niveau du vaisseau sanguin est censé être bas. Mais quand on a une acidose qui est associée à cette cétose, on aura une accumulation d'ions H+ au niveau du sang. Et pour diminuer cette acidose, cette accumulation d'ions H+, il y a un système tampon qui fait que les cellules sanguines vont prendre un ion H+, et relâcher un ion K+, pour faire tampon, pour limiter cette acidose. Du coup, nous, quand on va doser notre kaliémie à ce stade-là, quand on a une acidose, donc on a le potassium intracellulaire qui est sorti au niveau extracellulaire, donc notre kaliémie peut être normale, mais elle est faussement normale. La kaliémie est normale, mais le pool potassique est bas, parce qu'on a une perte de potassium. Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on va corriger cette acidose et lorsqu'on va donner une insulinothérapie, le potassium va regagner la cellule et là, on peut démasquer une hypokaliémie sévère qui peut entraîner des troubles du rythme. Donc, c'est pour ça que même une kaliémie normale au cours de la cétose, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de perte potassique. Donc, comment on va interpréter les résultats? La formule, donc on peut retrouver une hyperleucocytose modérée à polynucléaire neutrophile, c'est par démargination des globules blancs. Donc, les globules blancs, normalement, ils sont collés aux parois vasculaires. Quand on a une déshydratation, ces globules blancs vont être détachés et vont passer sur le niveau de la circulation générale et ça peut donner une fausse hyperleucocytose. C'est une hyperleucocytose qui est due à la déshydratation. Donc, toute hyperleucocytose devant une acidocétose, ce n'est pas forcément une infection. Faites vigilant pour interpréter les résultats. Alors, le CG, je vous ai dit, il est primordial, il a deux intérêts.
Le premier intérêt, c'est de rechercher des signes d'hypokaliémie. Quand on a une hypokaliémie, même si elle n'est pas profonde, mais qu'elle est accompagnée d'anomalies à l'ECG, donc des dosontés plates de façon diffuse, c'est un signe de gravité. D'accord? Donc, il faut systématiquement faire un ECG. Et puis, le deuxième intérêt, c'est de rechercher une cause à cette décompensation. Je vous ai dit, quand vous avez un patient qui a un profil DT2, il faut toujours rechercher une cause de cétose secondaire. Et parmi les causes, on a bien cité l'IDM. Surtout en sachant que l'IDM chez le sujet diabétique, on verra par la suite, il est soit asymptomatique, soit il se manifeste par des symptômes qui sont atypiques. Donc, devant toute décompensation cétosique ou devant toute hyperglycémie non expliquée chez le patient diabétique, il faut toujours faire un ECG à la recherche d'un syndrome coronarien aigu. Donc, le traitement, on va hospitaliser le patient. Si le patient présente une acidose majeure, s'il a une hypokaliémie, une kaliémie déjà à la limite inférieure, si bien sûr il a des troubles de la conscience ou des défaillances viscérales, par exemple, c'est un patient qui a une insuffisance rénale chronique, qui a une insuffisance cardiaque, il faudra l'hospitaliser en réa. Dans tous les autres cas, on peut hospitaliser les patients dans un service de médecine. Donc, on va l'hospitaliser, on va faire les mesures générales, bien sûr, scoper le patient, mettre une valve veineuse périphérique, et puis il faut arrêter les ADO. Donc, très important, en particulier la metformine. Donc, on avait vu la dernière fois que parmi les contre-indications temporaires de la metformine, c'est toute affection aiguë grave, systémique. Donc, on doit arrêter la metformine, sinon on risque d'avoir une acidose lactique et on va mettre de l'insuline uniquement. Donc, le traitement, il y a 3 volets. Donc, on avait vu qu'il y avait une déshydratation, bien sûr, donc il faut réhydrater le patient. On avait vu qu'il y avait toujours une déplétion potassique, donc il faut supplémenter en potassium. Et puis, on avait vu que l'acétose, c'est dû à une carence en insuline, donc il faut mettre de l'insulinothérapie en continu, sans arrêt. S'il y a un facteur déclenchant, bien sûr, on traite le facteur déclenchant. Sinon, l'acétose, elle va revenir à chaque fois. Donc, s'il y a bien sûr une infection, on met une antibiothérapie, etc. Alors, pour la réhydratation, elle dépend bien sûr de l'âge, de la fonction cardiaque et de la tolérance hémodynamique. Donc, si un sujet, par exemple, une insuffisance cardiaque, on va être prudent sur la réhydratation. En moyenne, on donne 6 litres en 24 heures. Donc, on donne 1 litre, le premier litre qui doit passer en 1 heure, ensuite le deuxième litre en 2 heures, le troisième litre en 3 heures. Ce que vous devez donner, c'est au début du sérum salé isotonique. Donc, on donne d'abord du sérum salé isotonique, puis si la glycémie baisse en dessous de 2,5, il faudra mettre un glucosé et toujours rajouter du sodium dans le glucosé, sinon on va provoquer une hyponatrémie de dilution. L'objectif, c'est de maintenir une glycémie autour de 2 grammes les 24 premières heures. Il ne faut jamais normaliser la glycémie au début. Donc, le but de l'insulinothérapie, ce n'est pas de normaliser la glycémie, c'est d'inhiber la cétogénèse. Donc, au début, il ne faut jamais normaliser la glycémie trop brutalement, sinon on a un risque d'œdème cérébral. Si on a un collapsus, bien sûr, il faut d'abord mettre des macromolécules. Le bicarbonaté n'est pas indiqué en première intention, même s'il y a une acidose. Donc, il y a des indications très, très restreintes. Ça se discute dans des conditions très, très restreintes. Et dans tous les cas, quand on le donne à petite dose. On ne donne que 250 cc au début. Les indications, on discute l'administration de bicarbonaté, c'est lorsqu'on a une acidose sévère, rappelez-vous, on avait dit pH inférieur à 7, réserve alcaline inférieure à 10. Si on a des signes d'hyperkaliémie menaçant à l'ECG, ou si on a un collapsus qui ne répond pas aux macromolécules. Dans ce cas-là, on discute l'administration de bicarbonaté, mais à faible dose seulement, 250 cc, puis on associe à du sérum salé. Donc pour la supplémentation potassique, je vous ai dit que la supplémentation potassique, il faudra toujours y penser, parce qu'on a toujours une perte de potassium lorsqu'on a une acidose. Donc vous faites un ionogramme et vous voyez votre kaliémie. Si la kaliémie elle est élevée, au-delà de 5, c'est élevé. Donc la norme, c'est entre 3,5 généralement et 5. En tout cas, lorsque vous avez une hyperkaliémie, retenez, vous ne donnez pas de potassium au début, mais vous recontrôlez 2 heures après votre ionogramme et vous voyez si vous devez supplémenter ou pas. Si vous avez une kaliémie qui est normale et à la limite supérieure de la norme, vous donnez quand même du potassium. Vous donnez 0,5 par heure, 0,5 g par heure. Si vous avez une kaliémie qui est normale et qui est à la limite inférieure, c'est-à-dire entre 3,3 et 4, vous donnez 2 g par heure de potassium. Maintenant, si vous avez une hypokaliémie à l'ionogramme sanguin, en théorie, on ne doit pas commencer l'insulinothérapie jusqu'à ce qu'on corrige la kaliémie. Pourquoi? Parce que lorsque je vais administrer de l'insuline, je vais provoquer l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule. Déjà que le patient est en hypokaliémie.
Je lui donne de l'insuline, le potassium qui est en extracellulaire, il va rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc, je vais aggraver cette hypokaliémie et je risque de provoquer des troubles du rythme. Donc, en théorie, je donne d'abord du potassium, ensuite, j'introduis mon insulinothérapie. Et l'objectif, c'est de maintenir une kaliémie entre 4 et 5 millimol par litre. Le dernier volet, c'est l'insulinothérapie, non des moindres. Donc, l'objectif de l'insulinothérapie, c'est d'arrêter la cétogénèse. Je vous ai dit, ce n'est pas de normaliser la glycémie. Donc, l'insulinothérapie, son objectif, c'est d'inhiber la cétogénèse. Donc, on donne de l'insuline ordinaire. Quand on a fait l'insulinothérapie, on avait dit que l'insuline ordinaire, c'est l'insuline qu'on administre dans le cadre de l'urgence. C'est l'insuline qu'on peut donner en IV ou en IM. En cas de cétose, bien sûr, on va la donner en intraveineux, de préférence à la seringue électrique. Donc, la dose, c'est 0,1 unité kilo-heure. Donc, ça revient à donner à peu près 5 à 10 unités par heure. Donc, parfois, on n'a pas de seringue à poussoir, de seringue électrique, et à ce moment-là, on est obligé de la donner en IVD. Et rappelez-vous, lorsqu'on avait fait la cinétique d'action de l'insuline ordinaire en IVD, on avait dit que sa durée d'action était de 30 minutes. Donc, en théorie, on est obligé de donner des bolus toutes les demi-heures à défaut de seringue électrique. Donc, la voie IV, elle est maintenue jusqu'à disparition des corps cétoniques. Donc, je donne de l'intraveineux à la SAP et je contrôle, on va voir ma glycémie et mes corps cétoniques toutes les heures et je continue à donner de l'IV jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de corps cétoniques dans le sang ou dans les urines. Enfin, jusqu'à ce que le taux de corps cétonique se normalise dans le sang et se négatif dans les urines. Lorsque je n'ai plus de corps cétonique dans les urines ou que le taux de corps cétonique s'est normalisé dans le sang, je donne un dernier bolus en IV, en IVD, et je fais en même temps une injection sous-cutanée d'insuline. Et cette injection sous-cutanée d'insuline, je vais la renouveler toutes les 4 heures, pendant 24 heures. Ensuite, je vais passer au schéma basal-bolus. Si pendant l'insulinothérapie, pendant la réanimation, on a une glycémie qui baisse, ou là, on a même une hypoglycémie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut perfuser du sérum glucosé. Éventuellement, on peut diminuer les doses d'insuline, mais il ne faut jamais arrêter l'insulinothérapie. Donc, c'est une erreur d'arrêter l'insuline au cours de la réanimation d'un patient cétosique parce que la cétogénèse va reprendre et on va reprendre. Et donc, le patient aura les mêmes anomalies, ça va être un cercle vicieux. Comment on va surveiller le traitement? Donc, sur le plan clinique, on va surveiller la tension artérielle, la diurèse, l'état de conscience. Donc, sur le plan biologique, on va faire des glycémies capillaires et des cétonémies de préférence. Si on peut faire des cétonémies, on fera ça toutes les heures. Et puis, l'ionogramme sanguin, bien sûr, au début, on le renouvelle toutes les 4 heures jusqu'à normalisation. Les objectifs thérapeutiques, c'est corriger le déficit hydroélectrolytique, mais il ne faut pas créer de surchasse. Il faut inhiber la cétogénèse en administrant de l'insuline pour négativer les corps cétoniques. Et comme je vous ai dit, il faut maintenir une glycémie au-delà de 2 grammes durant les 24 premières heures, surtout chez l'enfant, parce que sinon, on aura un risque d'œdème cérébral. Donc, il faut aussi éviter l'hypocalémie après introduction de l'insuline et correction de l'acidose. Il faut savoir qu'une acidocétose se corrige en 6 à 8 heures. Donc, si après 6 à 8 heures, le patient est toujours cétosique, soit c'est une erreur dans la prise en charge, par exemple un arrêt de l'insulinothérapie, ou bien il faut chercher un facteur entretenant. Par exemple, c'est un patient qui fait une infection qui est passée inaperçue, ou qui fait un problème vasculaire aigu qui est passé inaperçu. Il faut chercher ce qu'on appelle une épine irritative. Par quoi peut se compliquer la cétose? Donc, généralement, c'est une complication qui est liée au traitement ou à la cétose elle-même. Donc, on peut avoir des collapsus, des hypocalémies profondes, des hypoglycémies si on n'administre pas du glucosé. Je vous ai dit, quand la glycémie baisse, on doit mettre du glucosé à la place du salé ou avec le salé en perfusion simultanée. Donc, on peut créer un œdème cérébral si on baisse la glycémie de façon trop importante. Un OAP, des accidents thromboemboliques, c'est rare au cours de la cétose, on le voit surtout dans les coma hyperosmolaire, on va voir maintenant, et puis les infections nosocomiales, bien sûr. Si on met une sonde urinaire, par exemple, on peut créer une infection nosocomiale. Le meilleur traitement de la cétose, c'est de la prévenir quand c'est possible. Donc, comment on la prévient? En éduquant le patient. Donc, en faisant en sorte, on l'a dit, parfois ça peut être inaugural, là on ne peut pas la prévenir, mais souvent elle survient chez des patients qui sont déjà diabétiques. Donc qui ont une augmentation des besoins en insuline, et qui ne compensent pas cette augmentation de besoin en insuline. Donc, il faut apprendre aux patients à réajuster leur dose d'insuline pour éviter la survenue d'une cétose. Donc, ils doivent se surveiller
régulièrement, ils doivent réajuster leur dose d'insuline régulièrement. C'est ce qu'on appelle l'autocontrôle. Donc, il faut apprendre aux patients diabétiques, surtout au DT1, à faire systématiquement un LAPSIX lorsque la glycémie est supérieure au 2,5. On va diagnostiquer la cétose à un stade précoce sans arriver au stade d'acidose. Il faut dire aux patients aussi que lorsqu'il y a une pathologie intercurrente ou une crise médicamenteuse qui pourrait éventuellement provoquer une hyperglycémie ou une cétose, la surveillance doit être beaucoup plus rapprochée. Donc, lorsque le patient fait une infection, il faut qu'il augmente ses doses d'insuline, même s'il mange moins. Donc, il faut qu'il augmente ses doses d'insuline parce qu'on a une augmentation des besoins d'insuline à cause de l'augmentation des hormones de contre-régulation. Et puis, même s'il ne mange pas, même s'ils ne s'alimentent plus, par exemple, il y a des patients qui font une angine sévère, ils ne peuvent plus manger ou ils n'ont plus envie de manger. Malgré ça, ils ne doivent jamais arrêter l'insulinothérapie. Donc, la basale, ils doivent la maintenir. Ils peuvent même faire des bolus de rapide s'ils font de l'hyperglycémie, même s'ils ne s'alimentent pas. Donc, l'erreur que font certains patients, ils ne mangent pas, ils arrêtent l'insuline par peur de l'hypoglycémie et c'est là qui provoque une cétose.